De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours sur une seule chaîne. Éclair TV numéro 23 de votre satellite. À midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les forces vives, et oui. Et là, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous avez lu tous ses bouquins, elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir l'auteur Gisèle Pinault. Qu'a nous fait? En bien. Ah, je vois ça, je vois que tu es bien installée, que tu es contente d'être là. C'est la première fois que je suis ici avec toi, Stylie. C'est pour ça que j'ai fait un vœu. C'est un plaisir. J'ai fait un vœu parce que c'était la toute première fois. Il paraît qu'il faut faire un vœu quand c'est la première fois. D'accord, ok. On a eu du mal à trouver, mais ça y est, on est là. Oui, moi aussi. La première fois que je suis venu ici, je me suis perdu. J'ai pris 2 jours pour trouver le local. Et ouais, ça arrive, c'est caché. Nous sommes dans la place. Je suis avec Kathleen Marron, qui viendra tout à l'heure. Exactement, parce qu'elle est venue nous présenter donc son tout dernier bébé. Mais avant de parler du tout dernier bébé, on va faire un petit point sur toi. Tu écris depuis très jeune. Tu as écrit depuis l'âge de 7-10 ans, si je ne me trompe pas. Tout à fait, tu es très très bien renseignée. Écoute, bien sûr. Eh bien écoute, moi je suis une Guadeloupéenne née à Paris. Alors j'ai vécu dans la région parisienne. Et face au racisme, je me suis retrouvée isolée. Le racisme qui n'a toujours pas disparu aujourd'hui, hein, en 2021, c'est toujours difficile, c'est toujours un combat. C'est toujours la même chose selon toi? Ben, écoute, ça n'a pas vraiment évolué. On a vu les événements qui se sont passés aux États-Unis, en France, avec tous ces injures, tous ces... Voilà, parce qu'à l'heure où on vous parle, la France s'est fait éliminer il y a 2-3 jours, et là, Kylian Mbappé, il est en train de prendre tout ce qu'il a à prendre. C'est fou de voir autant de haine. Il n'y a pas si longtemps, on a traité Madame Taubira de singe. Alors, voilà, il y a des cris de singe sur les stades, il faut pénaliser ces gens. Donc, c'est un long chemin. Mais l'écriture m'a sauvée. Ouais. Effectivement, à 10 ans, j'ai écrit mon premier roman. Et c'était peut-être pour répondre à ces enfants qui me traitaient de négresse et qui me disaient de retourner dans ma case en paille en Afrique. Alors j'ai écrit, j'ai trouvé des amis sur le papier, j'ai inventé des amis, j'ai rigolé avec mes personnages et puis je leur ai fait vivre des aventures. C'est comme ça que j'ai commencé. Écrire, ça a toujours été pour moi une manière d'exister, une manière de... Je me suis consolée avec l'écriture, hein. Au départ, c'était l'amitié que je trouvais dans mes livres. C'était de la chaleur, c'était de l'humanité qu'il n'y avait pas dans le monde réel. Et puis voilà, j'ai continué à écrire. Je n'ai jamais cessé d'écrire, c'est ma vie. Et aujourd'hui, bon, j'ai écrit plus de 25 livres, romans. Mais c'est hallucinant. Alors, où trouves-tu le temps? Mais je ne sais pas, certains écrivains commencent par la poésie. Moi, j'aime les histoires. Peut-être parce que ma grand-mère, j'ai eu la chance... J'ai eu la chance de vivre avec cette grand-mère qui est exilée, qui est arrivée dans la banlieue parisienne, dans un petit appartement, et on dormait dans la même chambre. Et le soir, je rejoignais ma grand-mère Julia dans son lit, Manya. Tu as bien parcouru. Et je connais ta vie. Manya me racontait des histoires de la Guadeloupe. C'est elle qui t'a rapproché justement de la Guadeloupe? Elle m'a donné l'amour de la Guadeloupe. Elle m'a raconté des histoires de diablesses, de soucognants, d'hommes tournés en chiens. Elle m'a parlé de la nuit créole, habité de toutes sortes de bruits. Il y avait des volants, des soucognants, mon Dieu. Alors il faut imaginer ça dans une petite chambre d'un appartement. J'étais fascinée. Et puis j'ai lu aussi avec bonheur Contes et légendes des Antilles, que ma marraine m'avait offert. Et je crois que mon goût des histoires, de raconter des histoires et d'écrire des histoires vient de là. Et puis j'étais une grande lectrice aussi. Une très grande lectrice. Comment s'est passé alors ton premier voyage en Guadeloupe? Parce que tu as entendu des histoires, tu as imaginé, en plus toute jeune, tu écris déjà, donc ton imagination devait être décuplée. Comment tu as vécu ton arrivée en Guadeloupe? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as été déçu? Ou au contraire, est-ce que tu as pris la décision de venir vivre définitivement? Comment ça s'est passé? Alors, Stylie, je suis arrivée en Guadeloupe en 70, à l'âge de 14 ans. J'avais fait un premier voyage de quelques mois quand j'avais 4-5 ans. Mais surtout, je revenais dans le pays de ma grand-mère, dans le pays où, selon moi, j'aurais dû naître, parce que j'en voulais à mes parents d'avoir fait de moi une noire qui grandit dans une banlieue parisienne, entourée de blancs qui te disent que tu n'es pas chez toi, que tu n'es pas chez toi. Alors, il faut savoir qu'avec ma grand-mère, du temps où elle vivait avec nous dans l'appartement, nous nous agenouillions tous les soirs pour prier, pour retourner. Elle disait, bon Dieu, fais-moi retourner en pays en moi, bon Dieu, fais-moi retourner en pays en moi.
Et moi, je vivais auprès de ma grand-mère un exil par procuration. D'accord. Parce que voilà, moi je ne suis pas née en Guadeloupe, mais il fallait que je retourne dans mon pays. Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire, il y a eu mai 68, il y a eu la Révolution, il y a eu le non des Français au référendum du général de Gaulle, et mon père, qui était un gaulliste vraiment fervent. Militaire de carrière. Militaire de carrière. Qui est parti en dissidence. Hein. Il avait répondu à l'appel du général Microt en 1943. À l'issue de la guerre, il fait carrière dans l'armée française. Il fait les colonies africaines. Il fait en Afrique. Voilà, Sénégal, le Congo. Voilà. Et puis ensuite, il retourne en France. Et puis mon père dit, en 1970, je refuse de rester dans ce pays qui renie le sauveur de la France. Et merci mon Dieu, peut-être que c'est ma grand-mère qui a fait ce miracle. Il décide de demander sa mutation pour les Antilles et on atterrit à la Martinique. Alors, j'arrive en Martinique et puis ensuite en Guadeloupe. Mais pour moi, c'était merci la vie. Enfin, j'ai 14 ans quand même déjà, je suis une adolescente et je découvre ce pays tout de suite balayé par un cyclone. Je ne me souviens plus du nom. En 1970, terrible, il y aura de l'eau dans tout Fort-de-France, c'est incroyable. Je découvre la violence des éléments naturels. C'est une dimension que je ne connaissais pas en France. Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas les tremblements de terre, les cyclones, les raz-de-marée, les éruptions volcaniques et tout ça. Et je viens ici, et bien je retrouve ma grand-mère, Julia, bien sûr. Quel bonheur de la retrouver à Routier, dans les hauteurs, sur les flancs de la Soufrière, dans son jardin extraordinaire, dans son jardin où tout est planté à 1 mètre à peine, au pied mango, au pied citerne. Tu as tout à portée de main. Ah là là, tout à portée de main. Alors avant, il fallait aller chez le grossiste à Paris. Voilà, le jardin, la rivière qui coule au bas de sa maison comme ça, épanouie de l'eau en caselas. Elle fait griller son café. Elle m'apprend tout ça, griller le café, le cacao avec une pierre. Elle m'apprend ce que c'est que d'être une femme de la campagne guadeloupéenne. Et ce que je dois à ma grand-mère Julia, c'est sa générosité. Parce que moi, quand j'étais en France, j'ai eu un moment pour mission de lui apprendre l'alphabet et lui apprendre à écrire. Et j'ai joué à l'institutrice très sévère, intraitable, qui connaît son sujet. Moi, je sais, mais c'est facile d'écrire. Et ma grand-mère dit, mais ancien analphabète, on passe à écrire. Et moi, je dis, mais c'est facile, c'est facile. Très, très prétentieuse, très, très sûre d'elle-même. Mais quand j'arrive en Guadeloupe, à mon tour, je suis une illettrée quand je découvre la campagne guadeloupéenne. Je ne sais pas reconnaître les arbres fruitiers. Je ne sais pas faire la différence entre... Mon père m'envoyait chercher du manger lapin. Des fois, j'arrachais des herbes qui étaient empoisonnées. Je ne sais pas, qui allaient empoisonner les lapins en tout cas. Mais je ne savais pas faire la différence avec les arbres du jardin, les fruits du jardin. Et donc voilà, mon écriture vient de tout ça, de tous ces émerveillements. De tous ces voyages aussi, de cette soif aussi d'un pays et d'avoir ce sentiment d'appartenance aussi très fort, de découvrir en Guadeloupe la langue créole que je ne maîtrise pas, mais que j'ai entendue grâce à Julia. Je ne la maîtrise pas, j'ai du mal à la parler, je roule trop les R, les enfants rient, et puis quand quelqu'un raconte une blague, je demande toujours la traduction, voilà. Mais je suis d'ici, sans être d'ici, comme dit Ralph Tamar. Exactement, mais encore une fois, est-ce que tu as écrit Mes 4 femmes, justement, c'est en rapport avec les femmes de ta vie? Les femmes de ma vie. On sent qu'elles sont très proches, elles te tiennent vraiment à cœur. Je viens de ces femmes-là, de ces histoires-là, de ma grand-mère Julia, de mon ancêtre Angélique que j'ai découverte en feuilletant des archives aux archives départementales de Gourbert, où j'ai retrouvé la trace de cette esclave qui avait été affranchie par son maître, M. Pinault, en 1832. Elle lui avait donné 8 enfants.
Et je parle aussi, derrière ces femmes, il y a l'histoire, des pans entiers de l'histoire de la Guadeloupe, avec ma grand-mère Julia, la Première Guerre mondiale, avec Angélique, la première abolition, la seconde abolition. Voilà, c'est important pour moi de parler aussi de tout ça, la dissidence avec mon père quand elle rencontre... Voilà, et puis ma tante aussi, ma tante Gisèle, ma tante maternelle, qui est, mon prénom, Gisèle, vient de là. Et c'est un prénom qui était très lourd à porter parce qu'il y a beaucoup de chagrin attaché à ce prénom. Voilà, d'une femme qui est morte très jeune. Voilà. Un parcours exceptionnel, en tout cas en double écran, vous voyez, on vous balance un petit peu toutes les couvertures de son travail. N'hésitez vraiment pas à vous procurer ces livres. Petit conseil peut-être à nos jeunes qui peut-être rêvent de devenir comme toi mais qui ne savent pas forcément comment faire. Quel conseil peux-tu donner à un jeune qui rêve d'écrire? À quelqu'un qui rêve d'écrire, ben c'est de commencer, de s'asseoir. Il y a une technique particulière pour commencer? Il faut s'asseoir et il faut se confronter à la page blanche. Tu peux te mettre, toi en tant que jeune, tu peux te mettre devant ton ordinateur et puis tu commences. Il faut commencer, il faut se lancer, il faut se lâcher. Il faut être comme un petit canot qui va sur la mer et qui va peut-être rencontrer une mer d'huile, mais aussi des tempêtes. Il faut aller, il ne faut pas craindre quoi que ce soit. Il y aura des grands vents, peut-être qu'on va rencontrer des sirènes, peut-être qu'il y aura des brigands, des corsaires. Mais l'écriture, c'est ça. Je ne sais pas qui je vais rencontrer comme personnage, mais je suis prête à aller à leur rencontre. Et je suis toujours dans cette fin de découvrir où mon esprit va me mener. Il faut faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur. On a beaucoup de choses. Tout être humain a des trésors en soi, mais il faut parfois ouvrir les portes et puis laisser. C'est valable pour tout art, que ça soit la peinture ou la sculpture, la photographie, la musique. Il faut ouvrir quelque chose comme ça. Il faut se faire confiance et puis ne pas craindre, ne pas être dans la peur. Tu as des auteurs justement à nous conseiller, des auteurs caribéens? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh là là, je veux saluer en premier lieu deux grandes femmes que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Marie Scondé et Simone Schwarzbart, qui ont été des modèles pour moi, réellement des modèles, qui m'ont ouvert la route, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont fait bien comprendre que c'était possible. Au-delà de l'espace caribéen, il y a des auteurs africaines-américaines que j'ai lus, que j'ai adorés, qui m'ont aussi porté. Je parle de Maya Angelou et puis de Toni Morrison, qui sont pour moi des forces, des femmes puissantes, des écrivaines de génie. Ah, franchement, Toni Morrison, n'hésitez pas. Si vous pouvez la lire, n'hésitez vraiment pas. Alors, tu es bien sûr venu sur le plateau parce que tu as écrit un dernier bouquin. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est ton premier polar. Oui, c'est mon premier polar. Je suis très heureuse de présenter ici... La couleur de l'agonie. La couleur de l'agonie. Mon premier polar, un challenge incroyable. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Quand Florent Charbonnier, le directeur, éditeur Caraïbes Éditions, me propose cela, aucun autre éditeur ne l'avait proposé. Mais il faut savoir que moi, j'étais une grande fan de romans policiers depuis ma plus tendre enfance, avec toute la série des Agatha Christie. Et puis aussi, je suis une passionnée de séries américaines télévisées, les polars télévisés. J'aime ça, j'aime les enquêtes. Dans mes livres qui ne sont pas des polars, on retrouve toujours des secrets, des bouleversements, des choses improbables. Il y a un mystère, il y a quelque chose qui va apparaître à la fin. Les gens portent des masques et il y a des secrets, il y a des silences, il y a des mystères. Voilà, j'aime nager dans ces eaux-là. Et voilà, j'ai accepté pour Caraïbes Éditions d'écrire ce polar en m'inspirant bien sûr des grands classiques, mais aussi en plantant le décor ici même, en Guadeloupe. Mais c'est ce qui est bien parce qu'en fait, on retrouve des bases. Voilà, ça fait du bien de voir un petit peu des annotations, des références qui sont de chez nous, Guadeloupe. Des paysages connus, une histoire contemporaine connue, puisque je remonte jusque dans les années 80, au moment où il y avait les Nuits Bleues. Alors avec mon héroïne, voilà, elle va
Elle va raconter son désastre, son malheur. Elle a subi un viol en Réunion en 1983. 7 garçons, des étudiants, futurs étudiants. Et puis on va la retrouver pendant toutes ces années-là, jusqu'à 2018. Et cette femme va raconter son malheur, mais aussi nous allons voir dans ce livre les visages de ces jeunes hommes qui ont évolué, qui ont vieilli et qui sont devenus des notables, qui apparaissent à la télévision, qui ont des messages à porter, des messages importants, qui sont des personnes vraiment éminentes dont on a besoin, des historiens. Il y a un chirurgien plasticien, il y a un avocat, psychologue qui apparaît parfois sur les plateaux de télévision et qui explique comment faire, qui parle beaucoup de réparation. En fait, tous ces hommes vont parler de réparation, vont être dans la réparation de quelque chose qui ne se dit pas et qui peut-être fait référence à ce qu'ils ont commis, aux crimes qu'ils ont commis 35 ans auparavant. Et on va, bien sûr, je ne vais pas dévoiler qui a tué qui, mais il y aura une hécatombe parmi ces 7 hommes, 7 hommes qui sont qui ont violé quand ils étaient jeunes. Alors chacun, en fonction de sa psychologie, va évoluer au fil des années. Et c'était très intéressant pour moi d'explorer non pas seulement la psychologie de la victime, mais d'aller regarder derrière ces hommes, dans la tête de ces hommes, dans leur corps, comment ils gèrent ça, ce qu'ils ont commis, ce crime-là. Est-ce qu'ils se sont relevés de son crime? Comment ont-ils eux-mêmes été impactés par cette histoire-là? Alors il y en a qui sont dans la repentance, il y en a qui sont presque dans le suicide par la drogue, il y en a d'autres qui banalisent la chose en disant mais c'est passé, c'était des bêtises d'enfants et tout. Et il y a notre enquêtrice, bien sûr, une Guadeloupéenne de retour au pays qui débarque, qui redécouvre son pays. Elle l'a quitté quand elle avait 3 ans. Dans sa famille même, il y a encore une histoire à élucider. Ce sont des histoires qui vont côtoyer la grande histoire contemporaine de la Guadeloupe, mais aussi l'histoire familiale et intime de notre héroïne, de notre flic, Jessie, qui, dans sa propre famille, il y a un meurtre qui n'a pas été élucidé. Je me suis passionnée pour l'écriture de La couleur de l'agonie et ça a été... Voilà, j'espère que j'ai proposé un livre qui enchantera les lecteurs et qui va les passionner, qui n'auront pas envie de lâcher. Ça mais là, rien qu'en t'écoutant, là, on a envie de le lire. Encore une fois, voilà, vous voyez la couverture en double écran. Franchement, ça, c'est passionnant. Tu m'as dit que tu étais fan justement de séries américaines. Je pense que tu es au courant. Les séries américaines aiment bien prendre des consultants, c'est-à-dire de vrais policiers, de vrais pompiers, pour que l'histoire soit un petit peu véridique. Oui. Est-ce que tu as utilisé cette technique de prendre un consultant, histoire de t'aider peut-être sur des phases de l'enquête, histoire que ça ne soit pas trop dans l'imaginaire? Oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis beaucoup renseignée, documentée auprès de personnes, de policiers, du commissariat de Pointe-à-Pitre. Une personne en particulier, je ne dirai pas son nom pour peut-être pas le gêner, mais je le remercie chaleureusement et oui, je me suis beaucoup renseignée, puis j'ai beaucoup cherché sur Internet les procédures, comment ça se passe, voilà, qu'est-ce qu'on met en garde à vue, comment le protocole, comment on filoche, et puis les termes aussi du langage policier, les fadettes. J'ai lu également de nombreux romans policiers français. Voilà. Français. Donc, ça, c'est un petit conseil encore les jeunes qui souhaitent écrire, bien entendu, renseignez-vous avant. Vous avez vu le nombre de recherches qu'elle a effectuées, c'est vraiment impressionnant. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que voilà, il n'y en a pas beaucoup. En France, on entend énormément de viols collectifs, on entend même des tournantes un petit peu dans les caves des cités. Est-ce que dans tes recherches, tu as pu constater que ça se produisait énormément ici en Guadeloupe, mais aussi peut-être en Martinique? Oui, alors peut-être que je vais laisser plus la parole à Kathleen Marant, qui vient de la Martinique. On a une petite surprise pour vous et qui est psychologue, qui travaille au sein du commissariat de Fort-de-France et du Lamentin. Alors, je sais que ça se produit. Ce sont des histoires qu'on entend tellement, j'entends tellement ces histoires-là chez les femmes de ma génération, les femmes d'aujourd'hui, les jeunes autour
de moi, et partout, il y a toujours une histoire que quelqu'un a abusé de moi, que quand j'étais enfant, le tonton me touchait, que le voisin chez qui on m'avait laissé, que le papa... J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet dans plusieurs de mes romans. Je veux parler de l'Espérance Macadam, je veux parler de les voyages de Méry Cizal aussi, dans le tout dernier, Le parfum des sirènes. Je me mêle les pinceaux dans mes titres, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Mais de toute façon, t'inquiète pas, tu connais Bruno, Bruno a tout passé. Là, les téléspectateurs n'ont vraiment aucune excuse. En tout cas, ce qu'on va faire, vu que tu as déjà intégré Kathleen, on va même la recevoir. On va juste donner ton adresse sur Facebook, au cas où certains souhaitent te poser des questions, te contacter ou savoir un petit peu ce que tu as écrit. Donc, avant de recevoir Kathleen, on va afficher ton adresse sur Facebook. Voilà, Gisèle Pineau, tout simplement. Voilà, vous tapez, vous lui envoyez des petits messages. Si ces livres vous ont plu, n'hésitez vraiment pas. C'est du pour nous, par nous. Et on va lancer une page de pub et puis on va accueillir Kathleen. Donc, je vous dis à tout de suite.